Donc, bienvenue à tous pour cette 22e webconférence du Sommet virtuel du climat. On en est déjà à la moitié de la deuxième semaine, donc c'est presque terminé, mais il reste encore quelques jours. Cette webconférence est intitulée « Analyser les politiques et les trajectoires climatiques régionales ». Je suis Suzy Cantraine, donc responsable communication à la fois pour l'APCC, qui est l'association des professionnels en conseil climat, et pour le Sommet virtuel du climat, donc cet événement. Et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette webconférence. Alors, j'ai aujourd'hui avec moi Gérald Lalevé, qui est à la coordination de la stratégie bas carbone des collectivités au pôle trajectoire bas carbone et à la direction adaptation, aménagement et trajectoire de l'ADEME. Bonjour. Bonjour Gérald. J'ai aussi Léo, qui est directeur associé d'ICARE. Et j'ai aussi Stéphanie Brochard, qui est donc chef de projet SRADET à la direction de la transformation numérique et citoyenne à la région Centre-Val de Loire. Bonjour. Donc, ils vous feront cette présentation juste après. Et nous sommes ensemble pour 1h30. Alors, donc, les traditionnels petits mots de démarrage pour ceux qui commencent à avoir l'habitude des webinaires du sommet. Avant de commencer, donc j'ai quelques mots pour vous. C'est surtout pour vous rappeler la mission de notre événement qui est de permettre aux entreprises et aux collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on a proposé un programme complet de 50 webconférences et ateliers tout au long des 2 semaines de l'événement. Donc, n'hésitez pas à aller voir les dernières conférences qui nous restent pour aujourd'hui, pour demain et vendredi, et à assister à toutes celles qui vous semblent utiles pour vous. Je voulais donc vous rappeler également que cet événement il est initié et coordonné donc par l'APCC. Il est coporté par l'ADEME, l'ABC, donc l'ABC qui est l'association bilan carbone, et la fédération Sinov. Et cet événement, il n'aurait également pas pu avoir lieu sans de nombreux soutiens donc de toutes nos parties prenantes, notamment de nos sponsors et partenaires qu'on remercie chaudement et que vous voyez s'afficher à l'écran. Donc merci à eux et merci à tous ceux qui nous ont soutenus depuis notre première édition en 2019. C'est grâce à eux que cet événement peut avoir lieu. Enfin, on a eu à cœur de vous proposer un événement qui est complètement gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer pour participer à cet événement. Cependant, cet événement a quand même nécessité un certain financement. Et donc, si vous souhaitez contribuer à la pérennité de cet événement, qu'on puisse refaire une édition en 2023, n'hésitez pas à nous montrer votre soutien. Et je vous remets à tout hasard le lien vers le module de don dans le chat. On va terminer cette petite introduction par des aspects logistiques pour la conférence. Donc, vous avez dû remarquer que vous avez un onglet Q&R dans votre barre en bas de l'écran. C'est ici qu'il faut aller poser vos questions. Donc, si vous avez des questions, allez les poser là, car nos intervenants vont venir les piocher à cet endroit-là. Notamment, certaines questions vont obtenir une réponse à l'écrit à cet endroit-là. D'autres questions, par contre, seront gardées pour la session d'échange de questions-réponses et seront répondues à l'oral. En revanche, si vous avez juste des commentaires, des remarques au fil de l'eau à faire pendant la présentation, faites-les plutôt dans l'onglet Discussion. Donc, vos remarques dans l'onglet Discussion. Et faites attention aussi à qui vous l'envoyez, c'est-à-dire que vous pouvez l'envoyer à tout le monde ou seulement aux hôtes et panélistes. Donc, si vous souhaitez que tout le monde voit vos remarques, pas vos questions, vos remarques, vous faites envoyer à tout le monde. Enfin, oui, vous rappelez que les slides et le replay seront disponibles courant décembre sur le site du sommet et vous allez aussi également les recevoir par mail. Donc, vous aurez tout ce qu'il vous faut par mail. Enfin, donc là, on est monté à presque 60 personnes, ça va peut-être encore monter. Donc, il peut y avoir beaucoup de questions pendant la webconférence. Donc, on ne peut pas garantir que toutes vos questions obtiendront une réponse. Néanmoins, vous aurez la possibilité de contacter nos intervenants a posteriori par mail, car nous allons vous fournir leur mail dans le mail qui partira juste après cette conférence. Et j'en ai terminé avec mes petits aspects techniques. Je vais pouvoir passer la main à nos intervenants. Donc, j'arrête mon partage d'écran et je vous repasse la main. Je crois que c'est Gérald qui démarre. C'est ça. Et Léo qui transmet la présentation. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, nous allons vous parler aujourd'hui d'un outil qu'on a co-développé avec des régions pilotes et d'autres acteurs sur l'analyse des politiques climatiques par les régions.
Donc, on vous propose d'organiser cette session autour d'abord d'une brève introduction et une mise en contexte que je vais vous présenter. Ensuite, je vais donner la main à Léo qui va vous présenter la méthodologie. Puis Stéphanie de la région Centre-Val de Loire va nous présenter le retour d'expérience de la région sur l'application de la méthodologie. Et enfin, je vous présenterai les enseignements et les prochaines étapes qu'on envisage de faire par rapport à cet outil. Donc, dans l'introduction, simplement, je voulais vous donner des éléments de contexte. On s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, qui est la déclinaison française des accords de Paris. Donc, vous connaissez sans doute le sujet, l'idée étant d'arriver à l'horizon de 2050 sur un objectif de neutralité carbone qui représente en fait un zéro net émission, c'est-à-dire parfait équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et l'absorption des émissions par des puits carbone. Et pour y arriver, il y a des étapes clés et l'établissement de budgets carbone, c'est-à-dire des plafonds d'émissions par temps de 4 années. Donc, c'est l'idée globale de la stratégie nationale bas carbone qui est déclinée aussi avec des objectifs par secteur. Léo, peut-être la suite. Et là, on s'adresse à la région. Donc, l'idée étant que la stratégie nationale bas carbone fixe l'horizon global des émissions de la France, mais comment finalement décliner ces objectifs au niveau des territoires. Il s'avère que les régions sont chefs de file des sujets climat et énergie depuis la loi NOTRe qui a fixé la nouvelle réorganisation des régions notamment, et elles ont un rôle notamment d'animation et de dynamique vers les territoires infra, et donne un cadre donc à l'action climatique, notamment au travers des schémas régionaux comme les SRADET, au niveau de la métropole, ou bien pour l'Île-de-France, le SDRIF ou le PADUC en Corse ou le SAR en Outre-mer. Donc, dans ces schémas régionaux, des objectifs sont fixés le plus souvent à l'horizon 2050 du reste, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et la région donc joue bien le rôle de mise en cohérence de ses actions et de ses objectifs au niveau des collectivités territoriales. Et aussi, elle agit notamment au travers de ses compétences, notamment autour de leviers directs qu'elle a par ses compétences transport ou énergie renouvelable, mais aussi potentiellement de manière indirecte au travers d'autres compétences comme la formation professionnelle, le développement économique ou même sa gestion des fonds européens, dans lesquels la dimension climat peut être introduite et donner un levier supplémentaire dans le cadre des baisses d'émissions du territoire régional. Donc là, les régions, par ce biais, contribuent et peuvent contribuer fortement à la mise en œuvre et à l'atteinte des objectifs fixés par la SNBC. Donc, c'est tout l'enjeu de cette méthodologie qu'on a développée, qu'on va vous présenter. Donc, je passe la main à Léo pour vous présenter la partie technique de cette méthodologie. Merci Gérald. Bonjour de nouveau à toutes et à tous. Alors, sur les objectifs et les enjeux, tout d'abord généraux de la méthodologie, dans la continuité de ce que vient de nous présenter Gérald sur les éléments généraux de contexte. Un des premiers objectifs visés par l'ADEME, c'était d'apporter un outillage
à l'ensemble des régions françaises dans le pilotage et le suivi de leur politique climatique, en complément des dispositifs déjà existants, afin d'apporter des éléments de compréhension du chemin à parcourir pour amener le territoire régional et l'ensemble des acteurs du territoire régional vers une transition bas carbone en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone. Donc, premier point sur cet aspect d'outillage et de méthodologie. Deuxième point, proposer un cadre d'analyse commun avec des indicateurs de suivi dans le temps fiables, homogènes, opérationnels, qui pouvaient être diffusés à l'ensemble des régions en même temps. Troisièmement, apporter des éléments de projection et de capacité de projection dans le long terme. On va venir sur ce point, notamment avec l'idée de regarder les questions de trajectoire qui sont mises en œuvre et qui sont proposées dans le cadre des schémas régionaux d'aménagement du territoire à l'échelle régionale, les SRADET. L'idée étant là de pouvoir aussi apporter un éclairage complémentaire sur la capacité de projection de long terme afin d'améliorer en continu et d'éviter aussi une forme de multiplication des différentes démarches. Fournir une information indépendante et vérifiable avec un processus de travail et d'analyse qui, dans cette première version, fait intervenir un acteur externe. Donc, information indépendante sur la manière dont les régions abordent la transition vers un monde bas carbone. Autre enjeu et objectif, c'était aussi d'apporter des éléments de dialogue au sein des régions et entre les régions et leurs partenaires externes, donc autour de cette méthodologie. Fournir une analyse et des recommandations qui aident les régions à communiquer, en particulier sur leurs actions en matière de transition bas carbone, sur les efforts à fournir dans la perspective d'améliorer leur stratégie climat. Fournir également un outil d'amélioration continue, l'objectif n'étant pas d'aller vers un dispositif de comparaison interrégionale. Et enfin, garantir la confidentialité des données et des résultats. C'était aussi un des enjeux forts de la méthodologie qui a été développée. Quelques mots sur la genèse et le processus de construction de cette approche qui a été structurée en regardant évidemment ce qui existe déjà et ce qui est pratiqué par un certain nombre d'acteurs, avec tout d'abord des outils et des démarches qui sont développés par l'ADEME à destination d'autres acteurs, notamment la méthodologie ACT, qui fait l'objet de nombreux travaux de développement méthodologique depuis plusieurs années à destination des entreprises, à destination des acteurs financiers. Et puis la méthodologie, alors Citergy qui a récemment changé de nom, c'est Territoires engagés pour la transition écologique, mais qui s'intéresse, qui propose un outillage à destination des collectivités locales, en particulier celles qui sont concernées par des exercices de planification énergie-climat. Deuxième volet on va dire de revue des méthodologies qui nous ont intéressés, qui ont inspiré et nourri le travail de développement, les travaux de I4CE concernant l'évaluation climat des budgets locaux, donc qui est une méthodologie de nouveau qui permet cette fois-ci de regarder l'impact et la coloration d'un budget d'une collectivité locale au regard de son engagement en matière et de son alignement en matière de bénéfices dans la lutte contre le changement climatique. Donc, c'est un dispositif qui était pensé initialement pour les collectivités territoriales et qui fait là, en ce moment même, l'objet de développement spécifique avec les régions d'une part et sur le volet biodiversité d'autre part. Troisième volet important et intéressant qui a nourri le travail de réflexion, c'est le travail mené par l'association Negawatt, qui a été l'une des parties prenantes du projet, au même titre d'ailleurs que 4CE, sur le cadre harmonisé pour le volet énergie des SRADET, qui proposait une revue d'ensemble de l'ensemble des politiques régionales, en particulier sur le volet énergie, et qui a donc aussi été un point d'inspiration important de l'étude. Et puis deux éléments complémentaires. D'une part, le travail réalisé par WWF concernant le défi climatique des villes, qui proposait pour 10 métropoles françaises de donner et de présenter une trajectoire indicative de décarbonation des territoires métropolitains, permettant une mise en conformité ou en tout cas une adéquation avec
les enjeux des accords de Paris, voire le respect d'une trajectoire à 1,5 degré. Et enfin, les travaux du PNUD qui rejoignent un petit peu les travaux d'ICAT-CE sur ce qu'on appelle le budget tagging, donc la coloration et l'analyse de la coloration budgétaire au regard de différents enjeux environnementaux. C'est un travail de développement méthodologique, comme le disait Gérald Lalevée en introduction, qui a réuni plusieurs partenaires qui sont ici donc, présentés. Donc un certain nombre d'acteurs associatifs que j'ai déjà mentionnés, Région de France, et puis 3 régions pilotes qui ont donc contribué et participé au travail activement, hein, au travail de développement méthodologique qui a conduit donc qui s'est matérialisé par pendant près d'1 an de travail, la réunion et la tenue de réunions de groupes de travail pour construire cette méthode, avec un appui technique donc, que nous avons apporté du côté d'ICARE en collaboration avec le cabinet EcoAct. Alors, voilà pour les éléments un peu introductifs. On va rentrer dans le vif du sujet, donc sur les fondamentaux de la méthodologie. L'idée générale, et ce vers quoi on a convergé, c'était d'apporter des éléments de réponse à la question générale qui s'affiche ici. Dans quelle mesure la politique climatique de votre région, d'une région, contribue-t-elle à entraîner son territoire vers une trajectoire de transition bas carbone cohérente avec la stratégie nationale bas carbone? Pour ceux qui sont familiers avec la méthodologie ACT, on retrouve ici des fondamentaux que l'on a également dans cette approche qui a donc fortement inspiré ce que je vais vous présenter ici. Pour répondre à cette question générale, 5 sous-questions que nous avons repris. Une sur les objectifs. Quels sont les objectifs climat de la région? Comment prévoit-elle d'y arriver? Que fait-elle déjà? Quel est l'effet des politiques qui ont été précédemment mises en place au niveau régional, notamment les SRCAE, les SAR, comme Gérald Lalevée nous le rappelait précédemment? Et puis, quelle est la cohérence de l'ensemble de ces politiques et actions régionales? Et pour répondre à cette question générale étayée par ces 5 sous-questions, des principes et plusieurs outils ont donc été mis en place avec plusieurs modules d'analyse qui, dans certains cas, font l'objet d'une analyse quantitative ou d'une analyse qualitative avec l'objectif de présenter derrière un résultat synthétique. Voilà un petit peu on va dire le cœur du réacteur, si j'ose dire. 8 modules et 28 indicateurs que vous avez ici présentés à l'écran avec un code couleur en bleu les éléments quantitatifs, donc les indicateurs qui font l'objet d'une analyse quantitative, et en rose des éléments qui font l'objet d'une analyse qualitative sous forme de matrice de maturité. Je ne vais pas nécessairement entrer dans le détail de tous les indicateurs, mais simplement pour vous dire que l'ensemble de ces modules et indicateurs ont une pondération qui est différente et qui reflète l'importance relative du sujet par rapport aux enjeux et aux compétences et aux leviers d'action de la région, d'une région. Sur les modules, on a donc un premier module qui concerne les objectifs du territoire, avec d'une part l'atteinte des objectifs passés, d'autre part la tendance des émissions futures, et puis un ensemble d'éléments qui consistent à regarder la compatibilité de ces objectifs avec la SNBC, l'alignement potentiel des budgets carbone sectoriels. Deuxième module qui concerne la planification stratégique et la manière dont les SRADET notamment, mais également les autres politiques et plans importants portés par les régions au regard de leurs compétences, intègrent les enjeux climat. Un troisième module qui concerne le pilotage et le suivi de l'ensemble de ces objectifs, notamment, avec ce qui concerne la gouvernance au sein de la région, l'importance et le niveau, on va dire, de structuration du pilotage de l'enjeu climat au sein du conseil régional, et puis des dispositifs de suivi, d'évaluation qui sont en place pour suivre ces éléments. Un quatrième module qui concerne le budget, avec notamment la prise en compte des enjeux climat dans le processus budgétaire, à l'image de ce que j'évoquais sur les travaux menés par ICAT-CE. Et puis, un élément qui lui, est qui est installé
depuis plusieurs années dans pas mal de régions, qui concerne l'éco-responsabilité de la commande publique. 5e module sur le patrimoine et les compétences, qui permet cette fois-ci de regarder ce que fait spécifiquement le conseil régional sur son domaine d'intervention plus direct, sur ses actifs, ses bâtiments, ses véhicules, avec là un regard, on retrouve un regard quantitatif sur eh bien, le parc du bâtiment, les véhicules du conseil régional. On essaie de rentrer dans le détail de la performance de ces installations. Et à partir du module 6, on ouvre un petit peu le champ d'intervention et on regarde la façon dont la région accompagne avec des stratégies, avec des dispositifs, les entreprises, les territoires, les acteurs de la société civile, les acteurs de l'enseignement supérieur de la recherche, compte tenu de nouveau d'une compétence forte de la région en la matière, les associations, les habitants, et enfin les partenariats nationaux et internationaux, avec toujours dans l'idée de regarder de quelle manière les enjeux climat sont déclinés dans ces différents dispositifs et de quelle manière les stratégies sont présentées par la région pour agir en coopération avec les acteurs du territoire. Pour répondre à ces questions, l'analyse s'appuie sur une analyse de données et un ensemble de documents, des données, on va dire, tangibles et des chiffrées pour les analyses quantitatives, avec soit des données qui sont fournies directement par l'ADEME ou par le conseil régional sur la performance ou le degré d'action des entreprises et des territoires sur les enjeux climat, des données fournies par les observatoires régionaux pour tout ce qui concerne les trajectoires et les émissions de la région, et puis des données plus spécifiques sur le conseil régional, par exemple comme le bilan des émissions de gaz à effet de serre, qui concerne également les conseils régionaux et qui donnent des informations et des éléments de réponse sur un module en particulier. Et puis ensuite, on a une large palette de documents qui sont étudiés pour toutes les analyses qualitatives, les plans en tant que tels, les plans phares et qui sont élaborés par la région au regard de ses compétences, des dispositifs spécifiques comme le SPA, le SPACER ou le SPAR pour les achats responsables, et puis les dispositifs qui visent à soutenir des entreprises, des territoires, la société civile, les établissements d'enseignement supérieur de la recherche, des rapports d'activité, éventuellement des études prospectives qui montrent de quelle manière la région s'approprie, creuse un certain nombre de sujets pour aller plus loin qu'un certain nombre d'obligations réglementaires dans une certaine mesure qui lui sont assignées. On a également mené un travail, c'est une parenthèse, mais c'est un élément important pour certains indicateurs, un travail de définition de construction de premières trajectoires de référence régionale. Donc, je parle ici des émissions du territoire régional, avec un premier travail de construction dans une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre régionales qui sont issues des SRADET, qui ont été utilisés pour les indicateurs, pour 2 indicateurs en particulier, avec un travail de reconstruction des émissions historiques qui a été mené à partir des données des observatoires régionaux, la définition des trajectoires futures telles qu'elles étaient envisagées dans les SRADET et telles qu'elles sont présentées dans les SRADET et les SRCAE, avec des points de passage en 2030 et 2050, et puis une régionalisation des puits de carbone naturels qui permettait d'avoir une vision d'ensemble des émissions passées, des émissions futures telles qu'elles sont présentées dans les schémas de planification sur l'ensemble des régions françaises. Et pour questionner le niveau d'ambition de ces trajectoires régionales définies dans les plans et les stratégies régionales, un travail de construction de trajectoires de référence, qu'on appelle de référence, ont été définis à partir de 3 points de passage, 2020, 2030, 2050, en s'appuyant sur les valeurs cibles de la stratégie nationale bas carbone 2, donc la SNBC 2, hein, pour ceux qui sont un peu familiers. Il y a une première SNBC en 2018 de mémoire, une deuxième SNBC qui a été définie un peu après, et actuellement la DGEC travaille sur une 3e stratégie nationale bas carbone révisée suite notamment aux engagements de l'Europe qui font que la France doit revoir ses ambitions. Donc on s'est appuyé nous, dans ce travail de définition de trajectoire indicative régionale de référence pour chaque région française, en déclinant la SNBC2 sur les différentes régions françaises à partir de données relatives aux évolutions de la population régionale, notamment jusqu'à 2050. Donc, méthode qui a été construite, donc, comme je le disais, en synthèse à partir des données régionales existantes, des SRADET,
et de la déclinaison de la SNBC2. Petit visuel indicatif sur ce que ça peut représenter, ce travail de déclinaison indicatif. Vous avez ici sur ce graphe, en abscisse de 2000 à 2050 et en ordonnée les émissions en millions de tonnes équivalent CO2, avec au global, sur la courbe noire notamment, la SNBC2, donc avec les émissions du territoire, donc là on est bien sur les émissions directes du territoire de la France. En rouge, le travail de reconstruction des trajectoires de référence qui correspond à la somme de la modélisation des trajectoires de référence sur l'ensemble des régions françaises. Et sur ensuite les différentes couleurs que vous voyez à l'écran, c'est une représentation indicative de ce que les différents SRADET présentent comme objectif et comme trajectoire de décarbonation du territoire à l'horizon 2050. Donc, on s'est appuyé sur l'ensemble de ces éléments pour ensuite, sur certains indicateurs qui sont d'intérêt important, sur les émissions territoriales, eh bien, questionner le niveau d'ambition des différents SRADET sur le volet spécifique de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le résultat comporte 3 composantes. Donc là, de nouveau, les personnes qui sont familières avec ACT retrouvent des éléments qui ont leur parlé. Un score de performance qui permet de répondre à la question dans quelle mesure la politique climatique de la région contribue-t-elle à entraîner son territoire à une trajectoire bas carbone cohérente avec la SNBC. C'est vraiment la notation un peu standard sur un score de 1 à 20 qui est représenté ensuite visuellement de différentes manières, comme vous voyez à l'écran. Un score narratif qui, lui, permet de savoir, finalement, de se dire, d'un point de vue extérieur, comment la région se positionne en termes de cohérence, de crédibilité, de transparence, de communication du récit autour de la transition bas carbone, quelle est finalement l'appréciation que l'on peut avoir sur ce récit proposé par la région. Et enfin, un score de tendance qui permet de s'interroger sur, dans le futur, est-ce que l'évolution des différents plans, des différentes stratégies de la région vont permettre d'envisager un score et une performance qui va progresser. J'en terminerai par les quelques documents qui sont remis à l'issue de ce travail d'analyse et qui ont donc été remis sur les régions analysées. Un support de présentation assez synthétique des résultats sur chacun des modules qui détaille les points forts, les points d'amélioration, les recommandations, les résultats principaux de l'analyse, et puis une grille détaillée de la région avec l'ensemble des compléments, l'ensemble des éléments d'argumentation qui permettent aussi de rentrer dans une discussion assez précise, notamment dans le cadre des réunions avec les régions, sur la manière dont un certain nombre de documents ou de données ont été analysés pour ensuite produire le résultat d'ensemble. J'en ai terminé pour les éléments de présentation de la méthodologie. Il y avait peut-être une première question qui était posée. Alors, je pense que je réponds tout de suite. Je vois que j'ai en train de répondre sur la question applicable au niveau de PCAET. C'est un sujet sur lequel Gérald Delallevée va venir prochainement. Donc, on va y répondre, mais un peu plus tard dans la présentation. Et puis, peut-être sur la première question qu'on peut peut-être commenter aussi à l'oral. Gérald, je ne sais pas si tu souhaites répondre là, sur la question si cela est proche de la méthode ACT, pourquoi une autre méthode? Non, non, on ne t'entend pas, Gérald. Le son est potentiellement désactivé. Il y a un petit souci de son. Je réponds donc effectivement pour juste commenter ce que mon collègue Adrien mettait. Effectivement, ACT, c'est une méthodologie spécifique qui concerne les entreprises, qui est déclinée par secteur et qui sont assez différentes en termes d'approche et qui concernent principalement les entreprises. Et ici, ce qui a été
proposé a été quand même assez fortement remanié, même si on retrouve des principes généraux assez forts dans l'architecture, on va dire, de la méthodologie, mais ensuite sur le fond, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont assez différents en termes de reformatage, si j'ose dire. Je vois que Gérald a toujours quelques problèmes. Je réponds peut-être aussi à la question du calendrier. Ça va être également un point qu'on va vous présenter juste après. Donc, je propose qu'on réponde à la question d'Hélène Miscopéen dans quelques minutes. Et sur peut-être la question de Hervé Sellard, les résultats de l'analyse régionale, il va y avoir également un rapport qui va être rendu public très prochainement. Également, Gérald va venir sur ce point concernant les résultats qui seront mis à disposition. Donc, ça va être un rapport en général public, puisque l'ensemble des résultats par région appartiennent aux régions et sont à leur libre discrétion, si j'ose dire, en termes de communication. Peut-être que Stéphanie pourra venir également sur ce point tout à l'heure. Je vois également une question de Catherine Brandan sur la différence entre la courbe rouge et la courbe noire. J'en dis peut-être un mot, effectivement, je reviens sur le graphique. La courbe noire correspond à la courbe de la SNBC, donc qui est vraiment la courbe des émissions du territoire français, telle qu'on l'a dans l'observatoire, telle que la DGEC communique sur le sujet. La courbe rouge correspond à précisément l'exercice que nous avons mené, qui consistait à remodéliser l'application, ou on va dire la répartition des émissions territoriales dans la durée sur l'ensemble des régions françaises. Donc, ce qu'indique la différence entre les deux courbes, c'est qu'effectivement, l'exercice que nous avons mené ne tombe pas exactement pile sur les émissions du territoire français. Donc, c'est bien un exercice de modélisation qui donne finalement à voir la somme de la répartition de l'effort national sur l'ensemble des régions françaises dans la durée, donc en particulier sur la période 2020-2050. Donc, effectivement, un petit écart entre ces deux courbes. J'espère que ça répond à la question. On pourra peut-être porter les précisions par écrit si ce n'est pas complètement clair. Léo, on m'entend là maintenant? Oui. D'accord, j'ai un problème de casque, désolé. Oui, effectivement, donc l'histoire de la courbe rouge, hein, c'est bien l'idée d'avoir une trajectoire de référence par région. Donc, chacune des régions a une trajectoire de référence qui est différente et sur laquelle on va finalement établir la dynamique de progression des émissions de la région et la comparer, quoi. Est-ce qu'elle est loin ou pas de cette trajectoire de référence? Donc, c'est un exercice finalement qui n'existait pas jusqu'à présent. Hein. Donc, c'est pas forcément complètement satisfaisant, mais au moins on l'a aujourd'hui. Donc, peut-être, alors il y a d'autres questions-réponses. Il y a une question peut-être d'Hélène Miscopéen. De nouveau, je suis désolé si je ne prononce pas correctement votre nom. Est-il prévu un label type Citergy qui mesurerait la progression des régions sur leur trajectoire? Alors, bon, là on n'est pas sur un processus de labellisation. Hein. On est vraiment sur un processus d'amélioration continue, donc individuelle. Hein. L'idée n'étant pas de comparer les régions, mais de leur donner les clés pour déjà avoir une photo de où elles en sont aujourd'hui et le chemin qui reste à parcourir pour elles, hein, pour progresser et vers les objectifs donc 2050. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur un processus de labellisation, même si ça se rapproche aussi hein, du dispositif Citergy. Hein. On est un peu dans le même esprit. On s'est pas mal inspiré aussi de Citergy sur certains modules indicateurs. Voilà. Peut-être que
peut-être qu'on peut continuer. Est-ce qu'on a répondu? Alors, j'ai pas entendu toutes les questions. Il y a des questions sur lesquelles on n'a pas encore répondu, mais dont les éléments de réponse viennent dans la suite de la présentation. Donc, je proposais qu'on y vienne le moment venu. D'accord, très bien. Peut-être je propose à ce stade qu'on poursuive et qu'on passe sur le deuxième temps de la conférence, en passant la parole à Stéphanie Brochard, qui donc est de la région Centre-Val de Loire et qui a contribué à la fois au travail de construction de la méthodologie et qui a aussi expérimenté cette analyse sur la région Centre-Val de Loire. Merci Léo. Donc oui, effectivement, en tant que région pilote, nous avons pu tester avec une certaine primeur la méthode d'analyse avant qu'elle soit proposée à l'ensemble des régions. Donc, il s'agissait vraiment d'un test en conditions réelles à partir donc, du travail qui avait été fait en amont pour élaborer la méthode. Et ça a permis de stabiliser le déroulement type de l'analyse qui donc c'est organisé selon les différentes étapes que vous voyez sur la diapositive. Donc, c'était un déroulement qui a été rythmé dans le temps. Les différentes étapes se sont succédées sur une période de 2 à 3 mois selon les régions. C'est donc une organisation qui a d'abord été essentiellement technique de notre côté sur les 4 premières étapes. Et pour être assez concrète, qui a mobilisé 2 personnes référentes de notre côté conseil régional. Donc moi-même, en tant que chef de projet SRADET, donc en charge de la coordination de ce schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et la deuxième personne référente était ma collègue en charge de la COP régionale en Centre-Val de Loire, et qui est donc conçu comme un outil de passage à l'action pour mettre en œuvre les objectifs régionaux, plus particulièrement ceux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a travaillé toutes les deux en interface avec, d'une part, l'équipe de l'ADEME et d'ICARE et EcoAct, et puis d'autre part avec l'ensemble de nos collègues en interne du conseil régional. Donc, nous avons réalisé donc une première réunion de lancement de la méthode, donc réunion, disons, de cadrage pour organiser les étapes suivantes, qui nous ont permis de très rapidement engager la collecte de données en interne. Donc, c'est une étape qui, de façon consolidée, a dû nous prendre environ 3 jours de travail. Donc, pendant cette phase, on était bien sûr en contact très proche avec le EcoAct et ICARE qui ont suivi cette phase de collecte pour ensuite pouvoir, eux, se charger du traitement et de l'analyse des données. Donc, ils nous ont pu nous alerter si des données manquaient ou si elles étaient insuffisantes ou si elles nécessitaient des compléments d'information. Donc, ICARE et EcoAct se sont chargés de ce travail et ont ensuite animé plusieurs réunions de restitution. Donc, d'abord des réunions vraiment techniques entre nous, avec également la présence de l'ADEME pour partager l'analyse, poser des questions, peut-être approfondir certains points dans l'analyse. Et ça a permis également de préparer d'autres réunions de restitution. Alors, soit des réunions toujours techniques, mais associant d'autres collègues, notamment des collègues issus d'autres directions qui ne sont pas, je dirais, spécialistes des questions thématiques, mais qui
du fait de leurs compétences et de leur périmètre d'intervention, sont concernés ou en tout cas sont à mobiliser sur ces sujets-là. Et puis d'autre part, on a eu aussi des réunions de restitution à destination de nos élus pour leur partager également les résultats et voir avec eux quelle suite donner à ce travail. Donc voilà la méthode que nous avons suivie. Je ne suis pas sûre de ce point de vue d'avoir d'autres précisions à apporter. Donc effectivement, on peut passer à la diapositive suivante peut-être qui permet de prendre un peu plus de recul par rapport à la mise en œuvre à proprement parler de l'analyse. Ce que l'on a noté de notre côté, et peut-être déjà pour préciser quel était notre parti pris en nous engageant dans cette démarche, ce qui nous intéressait dans cette démarche, c'était le côté à la fois partenarial et méthodologique, puisque, comme l'a rappelé Léo, on a pu participer à la construction de la méthode et on a pu y participer au travers de réunions collégiales qui ont associé l'ADEME, les régions pilotes et puis d'autres acteurs partenaires. Donc, cette démarche collective nous paraissait très intéressante et elle permettait aussi de répondre à nos attentes qui étaient de poser un diagnostic, d'avoir une vue d'ensemble et de se projeter dans une perspective d'amélioration en continu de nos pratiques en élargissant le regard, donc en regardant non seulement ce que l'on avait fixé comme trajectoire au travers du SRADET, mais aussi en regardant en face ce qui était d'ores et déjà en place dans les politiques et dans l'intervention régionale pour voir quelles étaient les marges d'amélioration. Donc, de ce point de vue, l'approche en elle-même a été très positive pour en tout cas de notre point de vue côté conseil régional. Il faut savoir, c'est un élément qui a été important dans le retour d'expérience qu'on a pu faire, que par ailleurs, le conseil régional menait d'autres démarches. Donc, en particulier, une démarche de bilan énergie et gaz à effet de serre sur le volet compétences et patrimoine et une démarche de bilan carbone territoire. Ces deux démarches se sont révélées très complémentaires avec celle de l'analyse de la trajectoire et des politiques climatiques régionales qui étaient proposées dans le cadre de l'étude menée par l'ADEME. L'analyse qui a été faite dans le cadre de l'étude de l'ADEME a permis vraiment de fournir une vision globale de la situation actuelle dans laquelle se situe la région Centre-Val de Loire. Et en interne, l'analyse a permis aussi une prise de conscience thématique, une prise de conscience sur la hauteur de la marche à monter sur certains sujets. Donc, c'est notamment le cas sur les sujets enseignement supérieur et recherche pour voir comment intégrer davantage la problématique climatique et la question de l'atteinte de la trajectoire qui est fixée dans le schéma régional au travers des politiques régionales. Donc, de ce point de vue, c'était un deuxième intérêt et un retour d'expérience intéressant de notre côté. Le troisième élément, retour d'expérience que l'on a pu faire en interne, c'est que c'est une analyse qui est fournie clé en main parce qu'on est vraiment accompagné pour la réaliser de A à Z et on bénéficie d'un regard extérieur sur la situation régionale. Mais pour autant, c'est aussi une analyse qui nécessite une réelle appropriation de notre part, à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue politique, pour pouvoir traduire les résultats en levier d'amélioration opérationnelle pour la collectivité et aussi pour pouvoir inscrire le travail dans la durée. Donc, cette partie-là s'inscrit dans un temps plus long,
on a pu déjà commencer à intégrer certains résultats ou certains éléments de l'analyse dans nos outils internes, si je peux dire. C'est notamment le cas pour les indicateurs qui sont utilisés pour l'analyse, pour examiner la trajectoire globale qui est fixée à l'échelle régionale. Ce sont des indicateurs que l'on a commencé à intégrer parmi le dispositif, enfin à l'intérieur du dispositif d'indicateurs du SRADET. Pour autant, le travail est à poursuivre parce que ce sont des indicateurs qui peuvent paraître techniques. Donc, il nous reste encore une marche à monter sur comment on peut communiquer sur ces indicateurs au-delà de l'usage que l'on peut en faire vraiment à l'échelle des services. Et puis, il y a d'autres recommandations sur lesquelles il faut encore que l'on travaille pour vraiment les traduire de façon opérationnelle. Alors, notamment, on avait des recommandations qui portaient sur la traduction de la trajectoire telle qu'elle est inscrite dans le SRADET, dans l'ensemble des schémas sectoriels et dans l'ensemble des politiques. Alors, il faut savoir que certains schémas sectoriels régionaux sont en cours de révision. C'est notamment le cas du schéma relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et donc, la question de savoir comment nous allons améliorer les choses au travers de ce futur schéma est une question qui va pouvoir trouver des réponses dans les mois à venir. Donc, c'est vraiment un travail dans la durée. Donc, voilà ce que je pouvais partager en premier retour d'expérience. Alors, il m'a semblé voir qu'il y avait plusieurs questions qui étaient apparues, mais je n'ai pas eu le temps de les regarder pendant que je parlais. Donc, on peut peut-être passer à un temps de questions-réponses. Oui, il y avait peut-être une première question de Stéphanie Favre qui demande si l'outil est valorisé dans l'évaluation environnementale du SRADET ou d'autres documents de planification. Si oui, comment et sur quels aspects? Alors, à ce stade, l'outil n'a pas pu être valorisé dans l'évaluation environnementale des SRADET pour une raison purement calendaire, à savoir que à ce jour, la plupart des régions qui sont concernées par la mise en place d'un SRADET ont un SRADET approuvé et ont vu leur SRADET approuvé avant le lancement de cette étude sur les trajectoires et politiques climatiques régionales. Donc, de fait, sur cette génération de SRADET, la question ne s'est pas posée. Par contre, effectivement, la question pourrait se poser sur les générations futures, en sachant que l'évaluation environnementale a quand même un périmètre qui est circonscrit de façon très précise dans le cadre du Code de l'environnement. Donc, on est vraiment sur les impacts, les incidences environnementales du schéma proprement dit. Donc, il faudrait quand même peut-être voir d'un point de vue méthodologique comment ce serait possible. Et c'est peut-être une réflexion qu'il faudrait qu'on conduise également avec l'ADEME, mais ça n'empêche que côté conseil régional, c'est peut-être une question qu'il faudrait que l'on se pose lorsqu'on lance les consultations relatives aux évaluations environnementales des SRADET. Et par rapport aux autres documents de planification à l'échelle infrarégionale, je dirais la première réponse est la même que celle que je viens de faire sur l'évaluation environnementale, à savoir que pour l'instant, le sujet ne s'est pas forcément posé en tant que tel pour des raisons calendaires. La mise en œuvre des SRADET étant relativement récente. Donc, c'est peut-être aussi une question qui est à voir pour les mois à venir. Peut-être juste apporter un tout petit complément à ce que vient d'évoquer Stéphanie, ce qui avait été abordé également dans le cadre de certaines réunions de restitution et même dès le travail de co-construction, c'est qu'une telle analyse pouvait nourrir un travail de révision éventuelle d'un certain nombre de politiques régionales, puisqu'elles apportent un regard un peu de côté, dans une certaine mesure, et différent
de ce qu'apporte, par exemple, une évaluation environnementale stratégique et qui permettent de questionner d'une certaine façon originale, à la fois le SRADET et un certain nombre de points structurants de ce document, mais également d'autres politiques régionales qui font également partie intégrante du périmètre de ce que regarde cette méthodologie, comme par exemple le plan spécifique en matière de formation professionnelle ou d'accompagnement des entreprises. L'idée étant de questionner l'intégration des enjeux climat notamment dans ces politiques. Donc c'est peut-être dans l'exercice de révision de ces dispositifs, au-delà de l'évaluation environnementale, qu'une utilisation ou une référence peut être faite sur la base des enseignements que l'on arrive à tirer par l'analyse réalisée avec cette méthode. Je vais peut-être faire un tout petit point aussi de commentaires sur, et on a bien noté, on essaie de répondre en direct à différentes questions sur les déclinaisons infrarégionales. Donc ça va faire l'objet d'éléments de réponse de la part de Gérald. À ce stade, voilà, je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres réponses qu'on puisse apporter à ce stade de la présentation. Donc, on peut peut-être passer à la partie suivante. Il y en a peut-être une dernière sur une question de Jennifer Meyer sur va-t-on avoir les résultats des régions testées? Donc, c'est peut-être une question intéressante sur finalement la nature des éléments qui sont communiqués, non communiqués. Enfin, quel est finalement le positionnement en particulier de la région Centre-Val de Loire sur cette question qui effectivement revient à plusieurs reprises? Alors, à ce stade, pour ce qui est du Centre Val de Loire, on n'a pas prévu de communication spécifique des résultats de l'analyse. D'une part, parce qu'il s'agit d'éléments relativement techniques et donc le Conseil régional est le premier destinataire et c'est plutôt en tout cas, il me semble que ce sur quoi on pourrait communiquer, c'est plutôt sur ce qui a été mis en place dans l'application des recommandations qui sont issues de l'analyse, plus que vraiment la communication autour des résultats de l'analyse à proprement parler. D'autant que, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs démarches complémentaires qui ont été engagées et ça pose la question de la façon de communiquer pour que ce soit lisible dans la façon dont toutes les démarches s'articulent. Et c'est vrai que c'est une difficulté que l'on a. Donc, on a aussi fait le choix je dirais, de simplifier la communication qui est faite sur ces sujets-là et de ne pas entrer dans ce niveau de détail-là. Et pour compléter, là, Gérald, j'y reviendrai, là, mais donc ce qu'on va sortir, là, j'y reviendrai tout à l'heure, là, dans le rapport, ce sera des résultats agrégés. Ce qui n'est pas forcément intéressant de communiquer individuellement sur le résultat lui-même, parce que comme disait Stéphanie, ça intègre beaucoup de choses, et puis en soi, le résultat ne veut pas dire grand-chose, sauf à donner parce que c'est une vision à un moment donné, et entre-temps, il y a quand même un mouvement et des actions qui sont engagées, qui ne sont pas forcément prises en compte dans l'évaluation à ce moment de données. Donc, c'est plus dans l'idée de fournir effectivement des recommandations d'amélioration, mais j'y reviendrai juste après dans ma présentation sur comment on adresse de manière générale les recommandations et quelles sont-elles. Donc, on peut y venir là dès à présent, sauf s'il y a peut-être d'autres questions par rapport à la présentation de Stéphanie, mais je n'ai pas l'impression. On peut poursuivre. Oui, allez, donc sur cette carte, je vais la commenter. Donc, en 2020, donc on a travaillé avec les 3 régions pilotes là, qui sont assurées en vert, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire et La Réunion.
donc avec lesquels on a expérimenté la méthodologie, qu'on a adapté très légèrement pour derrière, dans le premier semestre 2021, déployer auprès des autres régions. Donc, on les a abordés individuellement, notamment suite à des webinaires collectifs qu'on a montés avec l'aide de l'Association Région de France pour présenter la démarche et ensuite donc établir un contact avec chacune des régions, leur proposer la méthode. Donc certaines se sont portées volontaires pour le faire, d'autres non, hein, qui sont en rose ici. Celles qui ne sont pas allées le plus souvent, c'était plutôt du fait que le contexte, les échéances électorales régionales étaient trop proches, hein, puisque là, on était sur un calendrier plutôt autour de février, mars, avril, donc à quelques mois des élections régionales de juin dernier. Donc, ça ne ressemblait pas forcément évident. Et donc, on a malgré tout, hein, pour ces régions, tenté de faire l'analyse uniquement sur les données et documents publics, hein, pour voir la faisabilité de le réaliser comme cela. J'y reviendrai après. Et donc, on a fait une analyse en collaboration avec les régions volontaires, les 5 qui sont présentées ici, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Grand Est et Occitanie. Et je vais vous présenter ensuite les résultats de manière agrégée. Donc, la slide suivante. Donc, ici, je vous représente le score de performance, hein, moyen par rapport donc, aux régions, aux 8 régions métropolitaines avec lesquelles on a fait une analyse complète. Donc, voilà, on est sur une moyenne de 8,4, bon, qui en soi ne veut pas dire grand-chose, sauf à montrer que globalement, il y a matière à s'améliorer. Là, on est sur le score de performance uniquement, sur en tout cas sur le score de tendance, j'y reviendrai un petit peu, mais elles ont tout un score positif, donc un plus, parce que beaucoup ont mis en œuvre ou sont en train de mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui devraient, si on renouvelle l'analyse, progresser fortement. Si on regarde le schéma du bas, on montre que sur les modules 6, 7, 8, donc tout ce qui concerne les stratégies d'accompagnement et des politiques d'accompagnement des acteurs du territoire, les régions sont plutôt bien placées, ont mis en œuvre globalement un certain nombre de politiques d'accompagnement qui amènent les acteurs du territoire vers une dynamique positive en termes de climat. En revanche, sur les modules 2, sur la planification stratégique et budget, patrimoine et compétences, hein, ce qui est entouré en rouge, là, il y a matière à s'améliorer. Globalement, effectivement, il y a, j'y reviendrai juste après, des sujets de fond, on l'a un petit peu abordé, hein, sur notamment l'alignement des objectifs des plans régionaux sur les objectifs de la SNBC2, mais aussi pas mal autour de l'intégration du sujet climat dans les autres schémas de planification, et notamment donc les modules 4 et 5, j'y reviendrai juste après, vous montrerai un peu les améliorations, les axes d'amélioration qu'on propose. Alors, on peut passer peut-être à
la slide suivante. Donc voilà, là je vous résume les 10 grandes recommandations qu'on a adressées aux régions analysées. Donc premièrement, j'y venais, c'est profiter des exercices de révision, ou en tout cas de bilan des SRADET pour intégrer les objectifs de la SNBC 2. Donc là, on se rend compte que pas mal de régions sont dans ce cadre-là, puisque à la suite des élections régionales, les régions ont 6 mois pour envisager de le faire, ou tout du moins, si ce n'est pas une révision forcément complète, mais tout de moins, au moins sur la partie objectif. L'idée de renforcer les dispositifs de suivi d'évaluation des objectifs climatiques, ça c'est un sujet vraiment important. Pas le tout de donner des objectifs, mais derrière, c'est encore plus important, c'est au-delà de mettre en œuvre les actions, c'est de voir la dynamique d'évolution des émissions et de ces objectifs, et de potentiellement, en fonction de cette dynamique, de réévaluer les actions. Voilà, notre sujet, c'est au-delà des SRADET, c'est intégrer le sujet climatique dans les autres plans et politiques sectorielles. Donc Stéphanie l'a dit, il est important d'intégrer ces sujets climatiques dans l'ensemble des autres compétences de la région, où potentiellement on oublie forcément ce sujet et on ne l'intègre pas intégralement. Donc c'est le moment lors de révision ou de rédaction de feuilles de route sur ces politiques sectorielles, de réfléchir à comment renforcer les enjeux climatiques. Aussi, là on voit que dans certaines régions, ont mis en place un certain nombre d'instances de dialogue avec les acteurs du territoire, comme dans le cadre de COP ou d'autres instances qui visent à réfléchir collectivement à ce sujet. Donc on incite fortement les régions qui n'ont pas fait de réfléchir à effectivement monter ce type de gouvernance partagée. Aujourd'hui, on est dans le 5e point dans les plans de relance régionaux, c'est avec un certain nombre d'aides et d'investissements. Donc là, ce qu'on propose, c'est que effectivement de profiter aussi derrière, que ce ne soit pas un one-shot, mais que ça se perdure dans le temps, notamment sur les sujets d'aide qui amènent à structurer les acteurs autour d'une stratégie bas carbone. Sur le sujet des marchés publics, ça c'est c'est un volet important, aussi un levier important pour les régions et toute collectivité en tout cas, pour intégrer donc des critères climatiques et environnementaux dans leurs marchés publics et des DSP. Donc ça, c'est à renforcer. Aussi, au travers notamment des BGS, c'est déjà le réaliser. On se rend compte que jusqu'à présent, finalement, assez peu de régions ont réalisé leur BGS et encore moins mis en œuvre un plan de transition ambitieux. Beaucoup de régions sont en train de le faire, sont en train de le lancer, on le constate. Donc, ça ne se reflète pas forcément encore aujourd'hui dans les résultats parce que ce n'est pas encore opérationnel. Mais en tout cas, voilà, c'est important pour elles, au-delà de respecter l'obligation réglementaire, c'est surtout d'avoir cet exercice pour avoir des indicateurs
de suivi sur les émissions de leur patrimoine. Voilà. Enfin, sur le sujet de l'accompagnement des acteurs, donc un certain nombre de, je l'ai dit là jusqu'à présent, tout à l'heure, donc des programmes existent d'accompagnement, mais il faut des acteurs régionaux, mais il faut les renforcer, notamment autour des acteurs privés, publics, mais aussi de la société civile, et également de renforcer les coopérations entre les régions. Donc, on s'est rendu compte dans les groupes de travail technique avec les régions pilotes, c'était toujours, on sentait toujours intéressant là, d'échanger avec d'autres régions sur les bonnes pratiques qu'elles ont mis en œuvre. Donc, ça nous semble assez essentiel d'essayer de trouver un moyen que les régions se parlent davantage sur ces sujets. Voilà, sur la slide peut-être suivante, les régions qui ont été analysées nous ont fait des retours, donc également on les a interrogées. Donc globalement, elles trouvent que la démarche est pertinente parce qu'il y a cette vision globale de leur action, pas seulement sur le prisme du SRADET, puisque au départ, on envisageait de regarder uniquement une analyse du SRADET, mais on s'est vite rendu compte que on était un peu limité, on se limitait. Donc c'est pour cela qu'on a élargi sur d'autres. Voilà. La présentation, voilà. On a élargi sur les autres plans. Le périmètre globalement est complet. Bon, il manque peut-être un sujet de la séquestration carbone qu'on intégrera sans doute dans une version 2 l'année prochaine. Ce qui a été assez satisfaisant pour les régions, en tout cas, et au départ, avant de se lancer, il y avait beaucoup de questions autour de est-ce que ça s'articule bien avec les d'autres initiatives qu'on a mis en place ou que nous sommes en train de mettre en place, comme le BGS, ou aussi le rapport avec les observatoires régionaux, l'évaluation climat du budget, le suivi SRADET. Or oui, c'est bien articulé. Au contraire, ça permet justement d'asseoir une gouvernance interne qui permet de justement bien lier les différentes directions et services techniques, puisque j'y viens dans le point 5, on se rend compte que ça permet d'engager, si ce n'était pas déjà le cas, un dialogue interne avec les autres directions et services techniques, notamment autour de différentes feuilles de route ou schémas directeurs qui n'étaient pas ciblés sur le sujet climatique au départ. Donc, il y a un besoin aussi d'accompagnement encore. Là, c'est pas, comme disait tout à l'heure Stéphanie Brochard, il y a un temps d'appropriation de l'outil et de la méthodologie, et ça leur semble aujourd'hui important d'être accompagnés, d'avoir cette vision aussi externe, objective, de la part d'avoir un tiers de confiance pour objectiver l'analyse et asseoir la crédibilité. Voilà, et puis en tout dernier lieu, j'y reviendrai après pour la suite à donner, il y a une nécessité d'adapter en partie la méthodologie aux spécificités à la région d'outre-mer. Voilà, en gros, en résumé, ce que les régions nous ont dit. Sur la suite à donner, au niveau des régions, donc on va donc en 2022 continuer la dynamique qui a été engagée, puisque on ne va pas s'arrêter là.
Donc, on va encourager les régions qui sont analysées à mettre en œuvre les recommandations qu'on leur a proposées. Encourager les régions qui ont été analysées uniquement sur la base de données publiques à réaliser l'exercice pour avoir une analyse complète. Hein. Donc ça, on est en cours d'échange, notamment avec nos directions régionales qui sont en ligne directe avec les régions et essayer de les convaincre à réaliser l'exercice. On va travailler aussi sur créer une communauté d'utilisateurs et un espace de dialogue entre les régions, hein, donc pour aussi provoquer une émulation entre les régions. Hein. J'ai vu tout à l'heure une question là-dessus, donc c'est au travers aussi d'un échange et d'un dialogue collectif sur les bonnes pratiques qu'on peut donner une telle dynamique. Et puis, l'idée aussi, c'est valoriser la démarche auprès des territoires infrarégionaux, parce que c'est un sujet effectivement essentiel, c'est d'entraîner collectivement les différents acteurs au travers de ces objectifs de trajectoire bas carbone. Donc, on va prévoir une mise à jour en 2022, donc, comme je vous disais, pour intégrer un certain nombre de sujets qu'on n'avait pas traités complètement, et notamment aussi tenter d'approfondir la méthodologie de calcul de trajectoire des références que vous a présenté Léo Génin en début de webinaire. Voilà sur la partie région. Et sur les territoires infrarégionales, on a acté l'idée d'étudier la faisabilité d'adapter la méthodologie à l'échelle infrarégionale. Alors, ça ne va pas être un exercice très facile. Déjà, c'est lorsqu'on a commencé les travaux au niveau régional il y a 2 ans, on s'était dit, voilà, est-ce que c'est faisable, pas faisable? Là, on montre que, effectivement, au niveau régional, on a quelque chose qui se tient, qui est pertinent, mais la difficulté va être beaucoup plus importante encore au niveau des territoires infrarégionaux, notamment des EPCI. L'idée étant de compléter, ce n'est pas d'arriver avec un nouvel outil, hein, on est bien d'accord, c'est d'essayer de compléter les démarches existantes comme le PCAET ou le programme Territoire engagé de transition écologique, hein, nommé Citergie, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure dans les questions-réponses. C'est donner des éléments supplémentaires aux EPCI pour se projeter dans le long terme vers des trajectoires cohérentes avec, cette fois-ci, les objectifs fixés au niveau régional. Voilà, pour avoir quelque part c'est par ce biais qu'on aura un lien derrière vis-à-vis des objectifs nationaux. Voilà, je crois que j'en ai terminé et on peut avoir traité les questions-réponses qu'il y en a sur cette partie. Alors, je ne sais pas, Léo, peut-être un œil sur les questions-réponses. Oui, il y a peut-être une question générale hein, sur d'Hervé Sellard sur finalement de quels indicateurs la société civile va-t-elle disposer pour évaluer les progrès des régions année après année sur la trajectoire de la SNBC. Oui, alors c'est pas forcément là sur la société civile, on interroge les régions sur ces stratégies, sur leur stratégie d'accompagnement de la société civile. Donc leur niveau d'implication finalement par rapport à cela. On n'aura pas forcément de résultats individuels à fournir, mais oui, peut-être des résultats plus agrégés. Donc on n'est pas forcément allé dans ce détail aujourd'hui, dans les résultats qu'on va montrer, mais c'est effectivement on pourrait donner des éléments suite aux différentes analyses. Alors, on n'a pas forcément un recul encore suffisant
puisque là aujourd'hui on a analysé de manière complète seulement 8 régions, donc il va falloir continuer cette analyse, mais on n'aura pas forcément d'éléments complètement tangibles aussi fins à donner en tout cas. Donc je ne sais pas si je peux compléter Léo là-dessus, mais non, enfin j'ai pas effectivement spécifiquement de complément. Ce qu'on a évoqué initialement, c'est que sur les éléments de communication à ce stade, ils sont à la main de chacune des régions. Et peut-être pour poursuivre sur cette question des éléments de communication, il y avait Stéphanie qui souhaitait répondre à une remarque qui était faite. C'est toujours le cas, Stéphanie, donc sur… Oui, il s'agissait de la remarque de Jennifer Meyer sur suite à ma réponse par rapport à la communication autour des résultats de l'analyse. Je souhaitais réagir pour dire que effectivement, je partage en tout cas l'avis de Jennifer Meyer pour dire que les citoyens ont le droit de savoir. Et mon but n'était absolument pas de dire le contraire. Le fait est, les documents de planification et parmi lesquels les SRADET sont tenus de respecter la loi, donc en l'occurrence en particulier la loi énergie-climat de novembre 2019, et les SRADET plus particulièrement sont juridiquement tenus d'être compatibles avec la SNBC. Donc la SNBC en vigueur au moment de l'élaboration des SRADET, et c'est quelque chose qui est vérifié par les services de l'État, et le préfet de région est le garant de ce respect lorsqu'il approuve les SRADET et plus largement lorsque les préfets approuvent les documents de planification. Donc, je pense que les documents de planification en tant que tels, la façon dont ils s'alignent avec la SNBC, c'est une chose. Après, la question, c'est plutôt dans le suivi des trajectoires. Et c'est vrai que c'est là aussi où ça rejoint la remarque précédente d'Hervé Sellard. Et alors, il y a deux choses par rapport aux indicateurs qui peuvent être utilisés. Il y a vraiment de savoir déjà les indicateurs de suivi des trajectoires régionales et après de suivi de l'alignement de ces trajectoires avec la trajectoire de la SNBC. Sur le premier point, il y a déjà les éléments de suivi des documents de planification eux-mêmes qui peuvent donner des indications sur l'évolution des trajectoires. Et sur ces indicateurs-là, ça renvoie au suivi des schémas et aux instances qui suivent ces schémas. Et il existe à l'échelle régionale notamment des instances partenariales et ouvertes qui travaillent sur ces questions climatiques et plus largement environnementales. Je voulais juste faire un tout petit point de complément sur le fait qu'effectivement, dans le cadre de ce travail, on a notamment mis l'accent et questionné l'intérêt de ces trajectoires et de leur positionnement à l'échelle de l'ensemble des régions dans une dynamique de cohérence avec la SNBC. Et ça reste un chantier en cours qui n'est pas simple par rapport notamment à la remarque de Martin Hervouet qui dit aussi, qui remonte aussi le fait que ces objectifs évoluent rapidement, ils sont révisés assez régulièrement et ça rend l'exercice un peu compliqué dans une certaine mesure pour savoir comment on se positionne. Le rehaussement des objectifs successifs est un point qui n'est pas simple à suivre, en particulier au niveau de la région, mais l'exercice de projection de ces trajectoires dans le temps et de leur cohérence avec les objectifs nationaux est un sujet important et sur lequel cette méthodologie propose en tout cas d'apporter des premiers éléments de réponse. Il y a une question peut-être de Mathieu Moreau qui demande des précisions sur les suites à donner au niveau des régions.
Voilà, pourriez-vous revenir rapidement, expliciter calendrier, etc., les suites à donner au niveau des régions? Peut-être une question pour toi, Gérald. Oui. Sur le calendrier, donc, alors par rapport au déploiement, j'imagine, dans les régions, hein, donc aujourd'hui, on a 8 régions qui ont réalisé l'exercice. Donc on n'a pas complètement terminé, puisque pour ces 8 régions, puisque les restitutions ne sont pas encore totalement faites, hein, auprès des restitutions des résultats, hein, ne sont pas encore complètement faites. On est en train de le faire. Et donc, nous sommes en train aussi de travailler, notamment via les directions régionales de l'ADEME, de travailler avec les régions pour pas fait encore l'analyse pour les réaliser. Donc, on est dans un calendrier pas encore bien clair, puisque voilà, c'est en cours. On espère convaincre le maximum de régions, hein, pour avoir une vision encore plus globale des résultats au niveau de l'ensemble des régions. Donc, j'espère dans le premier semestre 2022, on aura réalisé un maximum d'analyses complètes. D'ici, j'y viendrai dans ma conclusion, hein, mais du reste, on peut peut-être la projeter dès à présent. Donc, courant décembre, là, dans les prochains jours, on va éditer donc les livrables sous la forme d'un rapport public qui reprendra de manière détaillée, la méthodologie, 2, les résultats et recommandations générales qu'on a pu faire auprès des régions, et la suite à donner, avec le document méthodologique complet, hein, qui vous permettra, alors, qui est un peu technique, mais qui vous permettra de rentrer de manière transparente dans le détail de chacun des modules et de chacun des indicateurs et matrices de maturité. Donc, vous aurez là tous les éléments de réponse sur la manière dont on aborde tel et tel sujet. Aujourd'hui, il y a une vidéo de témoignage qui existe avec les vice-présidents des régions de Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire. Là, vous avez le lien, et donc vous pourrez la visionner pour avoir des éléments de retour aussi des régions complémentaires avec ce qu'a dit Stéphanie Brochard. Voilà, donc ça, c'est un peu le calendrier de la manière dont on va continuer le travail sur la partie région. Et sur la partie faisabilité de descente d'échelle au niveau EPCI, on lancera un appel d'offres l'année prochaine, en début d'année prochaine, pour se faire accompagner pour ce travail. Donc, c'est un travail qui se fera sur l'année 2022 et sans doute une partie de l'année 2023. Donc, on n'est pas encore sur un calendrier de très court terme sur la partie EPCI. Voilà, si j'ai répondu peut-être à des questions. Peut-être 2 questions pour conclure, il reste quelques minutes. Une peut-être pour toi, Gérald, hein, sur la méthode est-elle libre de droit, premièrement, et deuxièmement, ces démarches qui font effectivement intervenir un tiers, ça a été le cas pour Acquire et Coact dans le cadre de cette expérimentation, ont-elles vocation à s'ouvrir par la suite à d'autres structures? Potentiellement, oui, bien sûr. Là, on était dans un exercice je dirais, d'expérimentation, donc de construction de la méthodologie, puis d'expérimentation. On l'est encore quelque part toujours. Et donc, on va, une fois stabilisée la méthodologie, on va réfléchir sur comment on va la déployer. Donc là, on est sur 18 régions, on n'est pas sur les plusieurs centaines de collectivités territoriales au niveau PCI. Cependant, voilà, il y a sans doute
une démarche effectivement à ouvrir. Et en tout cas, l'outil lui-même, de manière transparente, sera bien sûr proposé, notamment au travers du guide méthodologique dont je vous ai parlé. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à des questions. On a quasiment terminé, je crois. Je sens qu'on a fait le tour des questions également. Oui, je pense. Sinon, il me semble que alors ce qu'on a convenu avec les organisateurs du sommet virtuel du climat, c'est de vous donner lorsque vous recevrez le mail qui vous annoncera le replay, de vous donner le lien pour aller télécharger les documents, hein, notamment le rapport public. Donc ça, j'imagine, dans les jours, semaines qui arrivent. Oui, tout à fait. On ajoutera le lien vers le rapport. Alors, ça sera courant décembre. Je ne veux pas trop m'avancer sur une date précise, mais en tout cas, ça sera avant les vacances de Noël. Voilà, donc je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Parfait. Donc, on peut passer à la conclusion, c'est ça? Voilà, la conclusion, je l'ai faite juste précédemment, hein, en annonçant là, donc les livrables, la vidéo. Et, Oui. en tout cas, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire, et nous sommes en tout cas à votre disposition si vous avez d'autres questions, hein, puisque je crois aussi, Suzy, vous transmettrez nos adresses mail Oui. dans ce mail, hein, dont on a parlé. Donc à votre disposition pour continuer ce sujet fort passionnant.